Bonjour, je me présente, je suis Nathalie Saint-Jacques, je travaille comme bibliothécaire à la bibliothèque du campus de Longueuil et ça me fait plaisir de vous présenter aujourd'hui la capsule Évaluer ses sources. Donc, le plan de la capsule, d'abord, on va faire une simple mise en contexte. Je vais vous présenter une méthode communément appelée QQQ-OPC pour évaluer les sources, puis on va travailler à partir d'un quiz sur vos connaissances. L'évaluation des sources est une des étapes du processus de recherche documentaire. Donc, comme on le sait, on prépare notre recherche, on l'exécute, on obtient des documents et il est possible que certains d'entre eux aient à être soumis à l'évaluation. Et évidemment, en fin de course, on aura à citer ce qu'on a utilisé pour faire nos travaux. Une source peut être évaluée selon deux angles. On peut d'abord s'interroger à savoir si la source qu'on a sous la main est pertinente par rapport au travail qu'on a réalisé. Et d'autre part, on peut s'interroger à savoir si elle est de qualité, si elle est suffisamment crédible pour être utilisée dans un travail. Donc, l'objectif de la capsule aujourd'hui, c'est de présenter une méthode pour évaluer la qualité des sources et non leur pertinence. Notre service des bibliothèques a d'ailleurs créé un guide sur les étapes de la recherche documentaire et dans le guide, vous avez une section justement sur l'évaluation de la qualité des sources. Dans l'onglet sur évaluer la qualité des sources, vous pourrez trouver un fichier PDF à télécharger qui se trouve être un aide-mémoire de la méthode qu'on va vous présenter dans quelques instants. Donc, la méthode QQQ-OPC, c'est rien de très compliqué. En fait, c'est des questions qu'on devrait se poser quand on doute de la qualité d'une source. Alors, les questions sont les suivantes. Qui, quoi, quand, où, pourquoi et comment. Donc, c'est pas, en fait, c'est une méthode c'est une méthode d'investigation. Alors, on doit se poser des questions, à savoir si cette source-là est de qualité. Et c'est pas un hasard si le qui figure en premier, parce que le qui, c'est le pilier de l'investigation de la qualité des sources. Alors, le qui concerne l'auteur, l'éditeur ou le producteur. Les autres s'intéressent davantage au contenu des documents. La question qui est relative à l'autorité. Donc, qui est responsable, qui cautionne le contenu que vous avez entre les mains. En fait, la question à se poser, c'est qui est derrière l'article, le livre, la conférence ou encore le site web. Donc, comme on sait, l'auteur peut parfois être une personne, parfois plusieurs. D'ailleurs, c'est à préférer. Il y a moins de risques qu'il s'agisse d'une personne imposteur quand c'est plusieurs personnes qui ont écrit un article ou qui ont collaboré à un livre. Un auteur peut aussi parfois être un organisme, donc un ministère, une société, un institut. Et quand c'est pas toujours clair qui est l'auteur, ben on peut remonter à la source, c'est-à-dire l'auteur va publier dans une source, que ce soit un livre ou une revue, et la source, des fois, à elle seule peut déterminer la qualité. Vous verrez que dans vos disciplines respectives, vous allez découvrir qu'il y a des sources qui sont incontournables. Si on est en médecine, on peut penser par exemple au New England Journal of Medicine, Nature, en droit, la revue juridique Thémis. Donc ça, on sait que c'est des incontournables. Donc, on n'a même pas en fait besoin d'évaluer la qualité, ça va de soi. Et vous apprendrez à les connaître selon les différents programmes. Si c'est pas une personne, mais plutôt un éditeur qui est derrière la source, alors ce qui est important, c'est de vérifier est-ce que cet organisme-là est identifiable. Des fois, on cherche, mais c'est difficile à trouver. Donc là, il y a beaucoup de doutes à avoir.
On peut vérifier est-ce que c'est un éditeur qui est spécialisé ou qui est plutôt qui a plus comme objectif de vulgariser l'information. À qui s'adressent les publications de cet éditeur-là? Et puis peut-être aller voir aussi quelles sont les autres publications du même organisme pour voir un peu dans quelle spécialité ou dans quel champ d'expertise cet organisme-là agit. Si la source provient de l'Internet comme un site web, ben, à ce moment-là, c'est souvent le producteur du site qui est considéré comme l'auteur. Alors que le qui concernait l'auteur, l'éditeur ou le producteur, les lettres qui restent, donc QQOPC, s'intéressent au contenu des documents. Alors, le quoi est relatif à la fiabilité du contenu. Donc, on pourrait se poser la question, est-ce que le contenu correspond à son titre? Est-ce que les affirmations sont supportées par des preuves? Est-ce qu'elles sont exactes? Est-ce que l'information a été vérifiée ou évaluée par des experts ou des pairs? Est-ce qu'il y a une bibliographie qui est incluse? Donc, est-ce qu'il y a des références? En quel nombre? Quelle est la qualité des références? Est-ce que les références sont présentées selon une forme rigoureuse? Pour un site web, il y a aussi la question de certification des sites. On le verra un petit peu plus tard. Donc, on peut vérifier si le site si le site est certifié. Le quand, évidemment, c'est relatif à l'actualité. Est-ce que l'information est à jour? Le où, c'est l'origine, donc ça vient d'où. C'est un peu redondant avec le qui, là, mais en fait, c'est toute information dont on ignore la provenance devrait être a priori écartée. L'objectif, ça c'est intéressant, c'est en fait relatif le pourquoi plutôt, c'est relatif à l'objectif. Donc, s'intéresser à savoir c'est quoi le but, l'intention de l'auteur ou du producteur de l'information. Donc, dans certains cas, on peut vouloir informer, on peut vouloir vendre, former, renseigner, donner son opinion, persuader, divertir, c'est ce que la satire souhaite faire, ou tout simplement tromper là, par la question des canulars ou des fausses informations. Est-ce qu'on présente des faits ou des opinions? Est-ce qu'il y a un billet ou un parti pris? Donc, les billets peuvent être de différents ordres. Est-ce que c'est un billet politique, religieux, idéologique, culturel ou personnel? Est-ce que c'est en contradiction avec d'autres sources que vous avez déjà consultées? Puis surtout, est-ce qu'il y a différents points de vue qui sont présentés ou un seul? Et finalement, le comment s'intéresse à la forme, donc comment l'information est présentée. Maintenant, je vous encourage à réaliser le quiz qui a seulement 6 ou 7 questions, qui est assez court à faire. Le lien qui est ici vous amène vers un quiz qu'on a reproduit avec la permission des auteurs. Donc, c'est le réseau de l'Université du Québec via un programme qui s'appelle le PDCI, Programme de développement des compétences informationnelles, qui a créé le quiz. Donc, on l'a reproduit tel quel. On n'a pas voulu le dénaturer, mais on est quand même conscient qu'il y a quelques questions qui commencent à dater. Mais bref, je vous encourage à le faire et à revenir à la capsule dans quelques instants parce qu'on va passer à travers chacune des questions du quiz. La première question, on dit « Toute l'information est validée avant d'être publiée sur Internet. Elle est donc fiable pour mes travaux universitaires. » Donc, la réponse était faux. Évidemment, on sait très bien que quiconque peut publier sur Internet, donc on ne peut pas vraiment utiliser l'information sans s'assurer préalablement de sa qualité. Alors, c'est sûr qu'il faut se poser des questions, d'où la méthode présentée préalablement. Mais sachez qu'avec les articles maintenant de revues qui sont sur l'Internet en libre accès, ben, il y a aussi beaucoup d'informations validées sur Internet. Question numéro 2. La qualité de l'information s'évalue en fonction de quels critères parmi les suivants? 1. La longueur du document. 2. La ville de publication. 3. L'expertise de l'auteur. 4. Sa popularité. 5. L'information qui est à jour. 6. Le niveau de scolarité de l'auteur. Et 7. La présentation visuelle du site web. Donc, la réponse était ici, les items 3,
et 5, c'est-à-dire l'expertise de l'auteur et le fait que l'information est à jour. Donc, si l'auteur est un expert reconnu en la matière et que l'information trouvée est à jour, on est déjà sur la bonne piste. Pour ce qui est des autres, comme la longueur du document, l'endroit où il est publié, sa popularité au sens médiatique, ainsi que le niveau de scolarité, ce n'est pas nécessairement des indices de qualité. Donc, si on se rapporte à notre méthode, l'auteur, c'est le qui, alors que l'information à jour, c'est le quand. Juste une petite aparté là, par rapport à la ville de publication, on le verra un petit peu plus tard, mais on sait que certaines régions du monde sont reconnues pour le grand nombre d'éditeurs ou de revues prédatrices. Donc, peut-être que ça pourrait éventuellement être un point de vigilance. Maintenant, pour ce qui était de la popularité de l'auteur, ben, c'est pas parce que quelqu'un est populaire qu'il est nécessairement crédible. Donc, il faut faire attention à ça. On parle aussi du niveau de scolarité. C'est sûr que, bon, quelqu'un devient expert en son domaine parce qu'il a réalisé ou il a réalisé justement un doctorat dans une discipline X, mais il faut faire attention que, en fait, la personne s'exprime dans le même domaine dans lequel elle est experte. Donc, si je suis hautement scolarisée en chimie, ben ça veut hautement scolarisé, pardon, en chimie, ça veut pas dire que je peux m'exprimer sur la littérature. Donc, on n'est pas PhD nécessairement dans tout. Alors, on le voit ces temps-ci avec la COVID-19, là, beaucoup de personnes, en fait, s'improvisent épidémiologistes ou immunologues. Finalement, la question de la longueur du document et la présentation visuelle, c'est pas des indices qui sont 100% garants. Là, des fois, on va tomber sur un site web qui est pas très bien présenté, mais ça y enlève pas son fondement et sa crédibilité. C'est parce que certains organismes ont parfois moins de budget pour faire des sites web là, de grande qualité. Donc, faut prendre ça quand même pas nécessairement comme étant un critère en soi. Troisième question, ça dit, parmi les objectifs suivants, lesquels peuvent présenter un billet? 1. Vendre, promouvoir un produit ou un service. 2. Défendre une idée. 3. Partager une opinion. 4. Diffuser des informations, des faits, des statistiques. Ou 5. Rapporter des résultats de recherche scientifique. Donc, la réponse, c'est ici. Donc, la question du billet. Alors, si l'objectif est de diffuser des informations, celles-ci sont généralement vérifiables. Les sites web, par contre, où on cherche à vendre, à défendre ou à partager une opinion, risquent d'être biaisés parce que les auteurs de ces sites ont des intérêts à défendre qui peuvent influencer ce qui est présenté. Donc, on voit ici que quand on parle de l'objectif de la source, ben, c'est relatif à la question pourquoi. Donc, c'est pas que c'est pas bon, c'est juste que si une source en fait diffuse, partage une opinion, il faudrait juste s'assurer d'aller chercher une autre source qui partage une autre opinion pour s'assurer d'avoir l'entièreté du portrait, si vous voulez, sur un sujet. On a ici un exemple de billet. Donc, on va se mettre dans la peau d'un étudiant qui a un travail à faire sur les bébés prématurés et en faisant ses recherches, tombe sur ce site ou cette bribe d'information qui dit qu'un bébé qui est né à 25 semaines, à qui on ne donnait que 50% de chances de survie, se porte aujourd'hui bien. Alors, quand on fouille un petit peu, bon, on regarde l'auteur, évidemment, on le connaît pas, sauf que c'était disponible en fait sur le site d'un organisme qui s'appelle Campagne Québec Vie, qui, comme leur nom l'indique, sont défenseurs de la vie. Alors, c'est sûr qu'ils ont tout intérêt à publier l'information qui va dans le sens de leurs valeurs. Alors, effectivement, ici, on pourrait dire qu'il y a une forme de biais parce qu'ils ont quand même une idée à vendre. Ils défendent un point de vue. Donc, si on se trouve sur un site qui a un billet visible, c'est pas que l'information est pas bonne ou est fausse nécessairement, mais si vous souhaitez la réutiliser, il faut vraiment s'assurer de la croiser avec d'autres sources qui ont d'autres intérêts. C'est un peu le message qu'on veut vous passer. Ce qu'on recherche, en fait, c'est un peu la neutralité.
Puis, en matière de neutralité, j'aime bien mentionner Wikipédia. C'est pas nécessairement la source 100% crédible qui existe du fait que tout le monde y contribue, mais il y a quelque chose d'intéressant par rapport à Wikipédia, c'est que parmi ses principes fondateurs, il y a vraiment la neutralité de point de vue. Quand on commence avec un sujet, c'est intéressant d'aller voir, entre autres, les différents points de vue. Donc, ils sont comme tenus de les exposer. Puis, la partie complètement dans le bas d'un article Wikipédia contient plein de références. Donc, ça peut nous aider à aller voir justement les différents points de vue, les différents organismes avec eux-mêmes des billets. C'est même un peu difficile quand on est rédacteur de Wikipédia d'écrire un article sans soi-même exprimer ses propres billets. Si, par exemple, vous faites ou vous contribuez à un article de Wikipédia qui parle d'un auteur que vous aimez beaucoup, mais c'est difficile de ne pas dire que c'est un super auteur, c'est un auteur prolifique, tout ça. Il faut vraiment s'en tenir à la neutralité. Donc, ça peut être intéressant à ce moment-là, quand vous avez un sujet, de voir c'est quoi les différents points de vue et de suivre les références qui sont mentionnées dans Wikipédia. C'est sûr qu'il y a la version anglaise et il y a la version française aussi de Wikipédia. Malheureusement, encore aujourd'hui, la version anglaise est beaucoup plus complète. Quatrième question. Identifier la date de publication ou de mise à jour d'un site web est essentiel à l'évaluation de l'information qui y est diffusée. Donc, la réponse, c'est vrai. Ça, en fait, ça revient à la question quand. C'est bien important, là. Les dates de publication puis de mise à jour ont vraiment un impact sur la pertinence et la qualité du contenu. En fait, ce qui est important, c'est pas grave, même si un document date d'un certain nombre d'années et même de très longtemps, mais ce qui est important, c'est d'être toujours capable de les identifier. C'est pas toujours si clair quand on arrive sur un site web. Souvent, on va indiquer la date de copyright, mais préférez, si elle est disponible, évidemment, la date de mise à jour. Donc, c'est des informations qui sont quand même importantes. Cinquième question. Parmi les critères suivants, lesquels permettent de vérifier la crédibilité d'un auteur? 1. Les autres publications de ce même auteur. 2. L'auteur a été recommandé par le professeur. 3. Une recherche sur le sujet fait mention de cet auteur à plusieurs reprises. Et 4. L'affiliation de l'auteur. Donc, la réponse, c'est en fait toutes ces réponses. Donc, ici, on est vraiment dans notre fameux qui et effectivement, tous ces critères-là permettent de déterminer si l'auteur est crédible ou non. Donc, il y a certaines informations qui demandent un petit peu plus de recherche, mais il reste que c'est vraiment le pilier là, de votre évaluation des sources. On va voir quelques outils qui peuvent vous aider. Parmi les banques de données offertes par le service des bibliothèques, la banque de données Scopus procure ce qu'on appelle des profils d'auteurs. Donc, quand vous arrivez dans la banque de données, vous avez un onglet auteur où vous pouvez inscrire nom de famille et prénom pour trouver le profil en question. En inscrivant Bertrand comme nom de famille et Karine comme prénom, j'obtiens ici le profil de l'auteur. En cliquant sur son nom, j'arrive ici dans son profil où j'ai beaucoup d'informations. Donc, ça me dit que dans Scopus, on a 32 documents de cet auteur-là qui ont été cités qui ont été cités 240 fois dans 223 documents. Et on voit, ça c'est assez intéressant, les domaines d'expertise de l'auteur en question. Dans Google Scholar, que vous connaissez peut-être utilisé déjà, il y a aussi des profils d'auteurs. En fait, c'est les auteurs eux-mêmes qui créent leur profil. Donc, c'est un peu différent, mais c'est intéressant aussi. On peut croiser les deux informations. Donc, quand le nom de l'auteur est souligné, c'est que cet auteur-là s'est créé son propre profil. Donc, encore une fois, ça peut être utile pour voir les intérêts de recherche et les champs de compétences de cet individu.
Donc, toujours pour la même personne. Ici, on est dans son profil sur Google Scholar. Donc, je vois ses champs d'intérêt. C'est elle-même qui les a inscrits. Je vois un peu comme dans Scopus aussi les différents documents qui sont disponibles dans Google Scholar et le nombre de citations. Un plus par rapport à Scopus, c'est que si la personne publie en français, eh bien, on va aussi avoir l'information concernant les publications en français qui sont un peu moins présentes là, dans la banque de données Scopus. On peut se poser la question à savoir si un article qui n'est pas signé, est-ce qu'il peut être crédible? Alors, c'est intéressant. On l'a mentionné au début, si l'auteur n'est pas identifiable, bien, on va remonter un peu plus haut, puis on va aller à l'éditeur et ou le producteur. Alors ici, on parle d'un article publié dans The Economist. Si certains d'entre vous connaissez cette revue-là, on n'a vraiment pas à douter de sa crédibilité. Elle existe depuis très, très, très longtemps. Et c'est une revue, en fait, qui a choisi l'anonymat. Alors, ils ont comme objectif de s'exprimer que par une seule voix commune. On parle ici du journal le plus influent au monde qui s'adresse principalement à une population assez éduquée. Ils font des analyses très, très poussées et ils ont à leur emploi 97 journalistes là, chevronnés et réputés. Donc, si on est incapable d'identifier l'auteur puis qu'on veut remonter un niveau plus haut puis aller voir au niveau de la revue, on a aussi des banques de données spécialisées au service des bibliothèques qui peuvent vous aider, notamment le Journal Citation Reports et le Ulrich Web. Question 6. Parmi les documents suivants qui peuvent être trouvés sur le web, lesquels sont soumis systématiquement à un processus d'évaluation par des experts avant d'être publiés? Donc, les choix sont articles de journal, articles de revue scientifique, billets d'un blog d'experts, livres électroniques publiés par des presses universitaires et travail d'un autre étudiant. Donc, la réponse ici, c'est le 2 et le 4, donc articles d'une revue scientifique et livres électroniques publiés par des presses universitaires. Donc, il faut savoir que les articles des revues scientifiques sont évalués par des experts externes avant d'être publiés. Il y a aussi une évaluation qui est faite par les éditeurs de presse universitaires. Par contre, on ne peut pas présumer que les articles de journaux, les blogs ou les travaux d'étudiants sont évalués. Donc, on revient encore ici à la question du qui. Petite parenthèse par rapport au processus d'évaluation par les pairs, on appelle ça aussi un comité de lecture. En anglais, on utilise beaucoup peer review. Alors, il s'agit d'experts qui évaluent et critiquent le contenu proposé dans l'article soumis afin de déterminer si on peut en autoriser la publication. Et ça, évidemment, ça assure une certaine qualité du contenu. On vous réfère à cette adresse de nos collègues de l'Université de Montréal qui donnent quand même pas mal d'informations sur cette opération-là. Donc, c'est difficile de savoir si la revue ou l'article qui nous intéresse a été révisé par les pairs. La banque de données que j'ai mentionnée il y a quelques instants, Ulrich Web, dit si oui ou non l'article est, on appelle ça arbitré, là. Alors, cette information-là est incluse dans la banque de données Ulrich. Il y a ce qu'on appelle des éditeurs prédateurs qui publient des revues dites prédatrices. La raison pour laquelle certains chercheurs se font prendre à publier dans ces revues-là, c'est qu'ils ont des techniques très attrayantes. D'abord, ils offrent un tarif de publication vraiment peu élevé. Ils promettent aussi que ça va être publié de façon très rapide. Une des raisons pour lesquelles c'est si rapide, c'est que le processus de révision par les pairs, s'il y en a un, là, il n'y en a pas toujours, ben, il n'est pas très fiable. Il y a beaucoup de personnes qui se sont intéressées à analyser les articles publiés dans ces revues-là, puis on relève qu'il y a des manquements méthodologiques là, vraiment importants qui rendent pratiquement impossible les tentatives de duplication des résultats.
Alors, souvent, ces éditeurs-là ne sont pas spécialisés dans un champ en particulier, mais vont presque dans tous les sens. On va voir l'exemple de l'un d'entre eux dans quelques instants. Alors, qu'est-ce qu'ils font aussi, ces éditeurs-là? C'est qu'ils vont nommer des chercheurs à leurs comités éditoriaux sans leur demander la permission. Donc, on va voir sur le site de la revue qu'il y a effectivement un comité éditorial, il y a des individus qui sont là, mais quand on va fouiller un peu sur les pages de ces individus-là dans leurs institutions, on voit qu'ils n'ont même pas de l'air au courant qu'ils font partie de ce comité éditorial. Un peu la même chose existe aussi, ils vont en fait inclure des articles dans leur revue, puis ils vont les faire signer par des personnes qui existent. C'est souvent en fait des personnes, des professeurs, des chercheurs qui sont affiliés à de très petites universités. Donc c'est plus difficile là, que ça soit signalé en fait. Puis, ces éditeurs-là se vantent là, de posséder un facteur d'impact fort, mais ce n'est pas les facteurs d'impact qui sont produits par des entreprises comme le Journal Citation Report ni Scopus, mais bien un facteur d'impact maison, donc tout à fait discutable. L'un de ces éditeurs-là est l'éditeur Omix et comme on peut le voir, là, il est actif dans tous les domaines possibles. Alors, c'est vraiment un exemple flagrant de non-spécialisation. La dernière question. Parmi les ressources en ligne suivantes, lesquelles sont les plus susceptibles de fournir de l'information valide et fiable entre listes de discussion, sites web universitaires, blogs, forums et sites web gouvernementaux? Donc la réponse est 2 et 5, les sites web universitaires et les sites web gouvernementaux. Ici, outre gouvernemental, on pourrait rajouter les sites web d'organismes. Je pense, admettons, Société canadienne du cancer, je pense au BAP et d'autres organismes. Donc, gouvernemental, là, ça peut être un peu éclaté. Donc, en général, ces organismes-là offrent des informations valides et fiables. Pour ce qui est des listes de discussion, des blogs puis des forums, ben c'est sûr que c'est des tribunes qui nous permettent d'exprimer nos opinions. Puis à partir du moment où on exprime nos opinions, comme on l'a vu précédemment, ben il y a des possibilités de billets. Admettons que je fais un travail sur l'effet de la musique sur les enfants. Je fais quelques recherches sur Internet, puis je tombe sur un dossier franchement intéressant. Donc, il faut que je vérifie par qui l'information a été créée. Dans ce cas-ci, il s'agit d'un site qui s'appelle Naître et grandir. Donc, je vous invite, quand vous arrivez sur un site, à aller voir la section à propos, qui devrait donner un peu d'informations sur l'organisme qui est derrière le site en question. Donc, le dossier contient plusieurs articles, puis je constate en fait qu'à chaque fois qu'il y a des informations qui sont présentées, on nous donne le nom de la ou du spécialiste qui a affirmé les différentes informations. Donc, il y a quand même, c'est soutenu, si vous voulez, par des professionnels. Dans le bas du site aussi, j'apprends que, bon, il y a une recherche évidemment qui est effectuée, mais il y a également une révision linguistique, pardon, une révision scientifique qui est faite. Donc, assez intéressant ici. Aussi, à la fin de chacune des pages sur ce site, justement, on nous indique de quoi il s'agit, naître et grandir. On dit qu'il s'agit d'une source d'information fiable et validée, mais en même temps, on nous avertit que le contenu qui est diffusé sur le site a comme objectif d'informer, mais qui ne remplace pas un avis médical là, par un professionnel de la santé. Alors, on mentionne aussi la certification OnCode, qui est attribuée à certains sites dans le domaine de la santé.
Il s'agit d'une certification par un organisme qui s'appelle Health on the Net. Alors, eux, depuis quand même un petit moment, ont décidé de mettre leur nez dans la diffusion de l'information en matière de santé sur l'Internet parce qu'il y avait beaucoup de choses un peu dangereuses pour la population qui circulaient. Alors, quand on est un organisme qui diffuse l'information de santé, on peut demander à être certifié par cet organisme-là. Alors, si vous faites de l'éducation aux patients, ça peut être intéressant de mentionner ça aux personnes qui parfois cherchent des renseignements médicaux. Et on termine en vous laissant avec des références si jamais vous souhaitez en avoir plus. Donc, différentes références. Là, ici, justement, informations en ligne sur la santé, des collègues de l'Université de Montréal qui ont créé aussi un outil à savoir est-ce que je peux utiliser la source dans mon travail, une liste d'éditeurs prédateurs, une vidéo et de l'information plus sur comment, si vous voulez, détecter le vrai du faux, plus en matière d'actualité. Et avec 4 références sur la notion justement d'éditeur prédateur. On vous laisse aussi avec nos coordonnées à la bibliothèque du campus de Longueuil. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez des questions ou vous cherchez des conseils, vous pouvez nous joindre par téléphone, par courriel. On a aussi un engin de clavardage sur le site du service des bibliothèques et on a également une présence là, sur le réseau social Facebook. Nous sommes 2 bibliothécaires pour répondre à vos besoins. Donc, vous avez nos coordonnées directes ici. Toujours possible de prendre rendez-vous pour une rencontre individuelle. Puis, on offre de session à session plusieurs formations et ateliers en ligne. Donc, au plaisir de vous rencontrer.